Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Une soirée spéciale avec la médiathèque de Viroflay où nous accueillons ce soir Astrid Di Cola-Lanza qui est photographe et Frédéric de Gelt, auteur, pour ce magnifique ouvrage, je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle Être beau, paru aux éditions Stock. Être beau, c'est aussi une exposition au Musée de l'Homme jusqu'au 5 janvier. Et depuis ce matin, pour amis parisiens, vous pouvez découvrir les photos d'Astrid sur les grilles de la mairie du 16e arrondissement et c'est jusqu'au 4 janvier. Je crois que je ne me suis pas trompée. Ce soir, pour les interroger, nous avons Hugues Simard de la médiathèque de Viroflay et nous avons aussi une librairie partenaire qui est la librairie Une page de vie à Viroflay. Avant de vous laisser la parole, Hugues, Astrid et Frédéric, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Astrid et Frédéric et je viendrai les poser à la fin de la rencontre. Je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, merci Nathalie pour cette petite introduction. Donc, bienvenue à tous pour cette première pour la bibliothèque de Viroflay, c'est-à-dire une rencontre en ligne. Donc, tout va bien se passer. Bonjour à tous derrière vos écrans. Donc, j'espère que vous avez bien pu vous connecter. Et bonjour donc à Astrid et à Frédéric. Voilà, que nous avions invité, donc, comme on dit, en présentiel par 2 fois déjà, mais bon, les événements ont voulu que les 2 invitations tombent à chaque fois en plein confinement. Mais comme le hasard a bien fait les choses, il s'est trouvé aussi que Frédéric a donc créé ce site Un endroit où aller, où nous sommes en direct actuellement, et qui justement proposait de maintenir ce lien entre auteurs, lecteurs, libraires et médiathèque pour ce qui nous concerne. Et voilà, donc nous faisons d'une pierre deux coups. Donc nous reprogrammons ce soir donc cette rencontre avec Frédéric de Gelt et Astrid Di Cola-Lanza autour donc effectivement de ce magnifique livre. C'est vrai, le mot n'est pas usurpé, n'est pas galvaudé. Être beau. Voilà. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, donc sur le thème du handicap, je vais présenter en quelques mots les 2 invités donc, ce soir. Donc Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc Frédéric, donc, qui est auteur, qui avait écrit environ une quinzaine de livres, la plupart des romans, la plupart publiés chez Actes Sud, pardon. Même si ce soir, c'est un peu tout l'inverse, puisque c'est plutôt un documentaire, quoique le terme ne soit peut-être pas tout à fait exact. C'est un beau livre, disons, un beau livre d'art. Il participe aussi de la création littéraire et artistique. C'est un objet littéraire non identifié, voilà. Voilà. Donc, on va essayer de l'identifier un peu plus ce soir ensemble. Et donc, voilà. Et donc, pour ce livre, donc, vous avez travaillé avec Astrid Di Cola-Lanza. Bonsoir Astrid, oui. Donc, qui est photographe de son état, qui travaille en particulier dans le milieu littéraire, soit pour des portraits d'écrivains, soit pour des projets un peu plus précis. Elle a travaillé dans des agences. Là, pour l'instant, elle a disparu de l'écran, donc elle va sûrement revenir assez vite. Voilà, effectivement, elle n'est pas là. Mais ça, il doit y avoir un petit problème de connexion. Astrid est une photographe qui est très, très, très demandée. Elle fait des portraits d'auteurs, oui. Mais elle fait aussi des reportages. Voilà. Donc, tout à fait. Bon, je la... Et alors, vous aussi, vous êtes en train de disparaître, Frédéric, de vous figer. Alors, si vous voulez bien, alors c'est une présentation assez brève. Donc, comme là, on a une bonne demi-heure, je crois, pour parler, mais ça, le temps passe vite aussi, on va peut-être entrer dans le vif du sujet assez rapidement. Alors, la première question, évidemment, qu'on peut se poser, c'est comment est né ce projet? Alors, il faudrait décrire le projet déjà pour commencer. Donc, c'est un livre assez atypique, non identifié, comme vous le disiez, qui est un ouvrage collectif. Déjà, du fait qu'il vous associe à une photographe, mais à un degré plus large, il vous associe aussi à ces 18 modèles, donc qui ont tous pour point commun d'être handicapés, et qui sont partie prenante dans la création du livre. Ils sont plus que des simples objets, finalement, ils deviennent de vrais sujets. C'est même tout l'objet du livre. Et donc, si le livre est intitulé « Être beau », c'est ce que vous allez nous expliquer, donc, quel était l'objectif de ce livre, quelle est cette beauté à laquelle vous vouliez donner accès, et qui visiblement n'est pas si facile, n'est pas si communément admise. Et par ailleurs, donc, comment est né ce projet? Quelle en a été la généalogie, le déclencheur? Vous m'entendez, Frédéric? Alors, je crois qu'on a perdu Frédéric. Je vous entends. D'accord. Voilà,
je vais y revenir. Il y a des problèmes de connexion. En fait, ce projet est né tout seul, j'allais dire. C'est-à-dire que j'étais dans une discussion avec mon fils dans la voiture où je lui expliquais ce que c'était des examens génétiques et il m'a répondu, ce n'est pas génétique, moi j'étais dans ton ventre et j'étais normale, tu as eu une maladie. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire être normal. Et il m'a répondu, c'est être beau et pas baver. Et cette anecdote, cette séance, ce moment est resté très fort dans ma tête. Et juste la semaine d'après, Astrid est venue me photographier parce que j'avais un livre qui sortait. Donc, je ne la connaissais pas du tout. Et au bout d'une heure de prise de photo, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, j'ai un projet et j'aimerais beaucoup le faire avec toi. D'accord. Et je lui ai répondu ce à oui. quoi elle m'a répondu, vas-y. Non, elle ne m'a pas répondu oui. Elle m'a répondu un truc beaucoup mieux. Elle m'a dit, ça va nous prendre du temps, on ne sait pas si ça sera publié, on ne serait pas, voilà, mais on s'en fout de l'argent, du temps, c'est merveilleux, il faut le faire. Oui, et ça, c'est beaucoup plus que oui. C'est une réponse qui engage artistiquement, personnellement, humainement une personne. Et cet engagement, je le retrouve aujourd'hui et je l'ai retrouvé quand on est sorti de notre première réunion au Musée de l'Homme. Je lui ai dit, tu te rends compte, pour une photographe, je voulais un peu la taquiner, et je lui ai dit, pour une photographe qui publie son premier livre, faire une exposition au Musée de l'Homme, c'est quand même la classe. Et elle m'a dit, non, c'est surtout faire rentrer le handicap au Musée de l'Homme. Voilà, c'est la réponse humble et qui est toujours celle d'Astrid à tout ce qu'on fait. Et voilà, de cela, je l'ai remercié déjà 10 000 fois, mais c'est encore un super bonheur. Voilà. D'accord, d'accord. Et c'est un super bonheur que tu… Excuse-moi. Allez, Astrid. Le bonheur aussi et cette proposition que tu m'as faite et cette confiance que tu m'as faite. Et avant toute chose, la possibilité de photographier Jim, ton fils, qui a été vraiment l'initiateur de cette exposition et qui nous a réellement donné cette impulsion et qui a validé la légitimité de ce travail. Et donc, les 18 personnes ont suivi après. Donc, merci à toi aussi, Frédéric. Et je te le répète aussi tout le temps. On se congratule. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est une partie de Merci de nous avoir invités. C'est une partie de cette amitié est racontée aussi dans le livre, puisqu'en fait, on fait connaissance avec ce projet et avec nos temporalités qui ne sont pas les mêmes. Tout le long du projet, moi, je voyais les photos d'Astrid, je voyais les photos qu'elle choisissait. Pas les autres, mais au moins celles qu'elle choisissait, mais elle voyait rien du tout, elle lisait rien du tout, c'est-à-dire que moi je prenais des notes et je n'ai livré la totalité du texte qui fait genre 300 pages je crois, enfin je sais plus, qu'au bout de 3 ans et demi, ce qui est extrêmement frustrant. Oui, ça a été un processus assez long, vous en parlez justement. Mais alors, pour rebondir justement sur cette idée, peut-être d'un hasard qui n'en est pas totalement un, on a l'impression, parce que vous en parlez justement à un moment, Frédéric, vous parlez justement, alors je ne sais plus à l'occasion de quelle rencontre, avec lequel des 18 modèles, mais vous parlez d'une route justement qui peut paraître hasardeuse, enfin faussement hasardeuse au début, et finalement, rétrospectivement, s'avère comme procédant d'un chemin un peu mystérieux, comme un peu, justement, une forme de nécessité. Et on sent que c'est déjà un peu ce qui se passe avec la rencontre avec Astrid, déjà dès le début, dans l'œuf. Et on va peut-être expliciter la rencontre, la raison pour laquelle, finalement, le travail d'Astrid est venu s'articuler de manière particulièrement pertinente dans ce projet. En fait, on ne se posait pas la question de l'articulation, tout était très naturel. Je n'avais pas très peur de ce que j'allais écrire. Je savais que ça allait être atypique et je savais qu'on ne peut pas, par exemple, signer, même quand on est auteur avec un éditeur, sur cette idée-là. Aucun auditeur n'aurait signé ce livre-là sans le lire d'abord. Parce que je ne voulais rien m'interdire et je ne voulais pas qu'on me dise c'est un livre qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Il fallait qu'il y ait une totale liberté
Et puis ce livre a fini par devenir exactement comme les gens qui sont dedans, c'est-à-dire un livre atypique dont personne ne veut et qui finalement est devenu plus beau que les autres. Et puis je crois que en fait, nous n'avions pas, et c'est vrai, je pense, On parle pas du livre. nous n'avions pas, enfin, concernant le livre, mais le projet en général, l'aboutissement, le devenir de ce que nous faisions, finalement, importait peu. Ce qui comptait, c'était vraiment notre démarche, notre amitié qui naissait, cette découverte de l'autre en permanence. C'est tout s'est construit peu à peu. Après chaque rencontre, le livre s'est affiné, le projet s'est affiné. Finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on démarre par juste une envie, un désir, une convergence, et puis peu à peu, tout s'éclaire. Et tout devient évidence. C'est vrai, Frédéric? Oui, et puis les hasards, c'était extraordinaire. On riait parce qu'il y avait des hasards incroyables. Ok, on parlait beaucoup du projet, mais on croisait des gens. Tout d'un coup, on tombait sur quelque chose, quelqu'un nous parlait de quelqu'un d'autre, et toutes ces personnes dont on nous parlait disaient oui. Il n'y avait pas de refus. Il y a des choses qui ne se sont pas faites avec certains. Oui, oui. On a rencontré une... Ah. C'est pas pour ça que je n'ai pas parlé d'elle dans le livre et de ses enfants, qu'on n'a jamais photographié et jamais vu non plus d'ailleurs. Il y a un passage sur elle. Oui, mais... Oui, il y a un passage sur elle, oui. Sans la nommer. Voilà, mais tout paraissait possible et nécessaire. Et les hasards ont fait que justement, aujourd'hui, on nous demande beaucoup si on a fait un casting, sélectionné des personnes, etc. Oui, la question se pose effectivement. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est une succession de rencontres un peu fortuites ou vous êtes quand même parti à la recherche d'eux, non, d'une manière ou d'une autre? Au début, oui, on s'est dit comment on ne va pas arrêter des personnes en situation de handicap dans la rue, et d'autant plus que, comme vous le savez ou pas, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, on a fait la démarche d'aller vers les thérapeutes de mon fils en leur proposant le projet pour qu'ils en parlent à des parents. Et ils nous ont dit, oui, c'est une bonne idée. Il y a des adolescents qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Il y a aussi des jeunes adultes qui sont plus chez nous, mais qu'on a connus, etc. Donc, il y a quelques éléments, quelques personnes, quelques pistes qui nous ont été données par ces personnes et quelques modèles qui sont venus par ce biais-là. Mais tous les autres... Tous les autres sont venus à nous au fur et à mesure de nos rencontres. Parce que je ne t'entendais plus, Frédéric, donc j'ai essayé de prendre le relais. Avec la même force. Chaque fois avec une force. C'est le même engagement. Voilà. Il y a eu un engagement, il y avait vraiment un enthousiasme très très simple, très spontané. On n'a pas eu besoin de convaincre. Et ça, c'est quand même assez phénoménal. On n'a absolument pas eu besoin de convaincre. Et voilà, donc il y a eu des convergences. Tout a été évident, en fait, dans ce projet. Ni de convaincre, ni de se battre après avec le résultat. C'est-à-dire qu'on a bénéficié d'une totale liberté. Il n'y a pas eu de censure de la part de ces personnes, ni sur le texte, ni sur les photos. À aucun moment, il y en a un qui a dit « Ah oui, moi, je n'aime pas cette photo, je ne veux pas qu'elle y soit. » Non. Oui, et alors, parce que justement... vous laissiez, je crois, une certaine marge de manœuvre aux personnes pour la mise en scène, pour ce qui était du choix de la mise en scène. Oui. Vous arriviez avec une proposition déjà, une idée? Les deux. Oui. En fait. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que on disait hier, ce que je disais hier, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même, il y avait toujours un. Vous les voyez les photos en fait? Ah oui, tout à fait, on les voit défiler là. Comme ça marchait pas au début. Oui. Il y avait quand même un parti pris à la base qui était un parti pris esthétique, c'est-à-dire l'idée était de faire des photos artistiques. Bon, ça c'était la seule chose. Il fallait que les photos soient belles. Enfin, c'était ma beauté à moi. Hein. Tout est relatif concernant la beauté. Mais en tous les cas, il y avait vraiment un parti pris. Et puis à partir de là, je leur ai dit, ce sera des photos artistiques. À partir de là, avec certaines personnes, on leur a proposé des lieux, on leur a demandé surtout pour des jeunes, quels seraient leurs souhaits, leurs désirs pour telle ou telle pose. Par exemple, Tim a voulu, vous verrez les photos qui vont suivre, mais a voulu poser sous l'eau. Donc là, bon, il a fallu que je me plie à ce genre d'exercice qui est quand même assez, assez périlleux. Mais
bon, ça a été collégial. Les choses se sont faites. Voilà, j'ai impulsé un peu les idées, et puis à partir de là, c'était oui, non. Bon, ça n'a jamais été non, en fait, parce qu'avec Frédéric, on a passé de nombreuses heures avant de discussion avec eux. Il y a eu une rencontre vraiment avant Frédéric et moi, avec les personnes. Nous avons discuté, nous avons réfléchi, puis après, j'ai fait des photos, puis après, Frédéric les a revues plusieurs fois. Enfin, voilà, ça a pris Par du exemple, temps. avec Pauline et Eva, qui sont deux jumelles trisomiques, et la On première voit en fois qu'elles direct, sont, justement, là. Oui. voilà, Ouais. qu'on voit en direct, la première fois qu'elles sont venues à la maison, leur père était parti garer la voiture et on est restés toutes les deux, toutes seules avec elles, et on parlait des photos et on savait qu'elles adorent faire le show, que c'est des petites princesses, qu'elles adorent se déguiser, s'habiller, etc., qu'elles sortent beaucoup avec leur père. Et donc, comme on ne les connaissait pas, on dit avec Astrid, bon, ben, Ah, on n'entend plus. On n'entend plus. Ça devient métallique. Ça devient même incompréhensible. Bon, en fait, on leur a proposé. Alors, on va finir la rencontre sans Frédéric. Non. On était sur le canapé, on leur a proposé donc de réfléchir aux photos et elles étaient mutiques. Elles ne voulaient pas nous répondre. Elles étaient même dans un enfermement, dans un refus de communiquer. Tu peux reparler là? À un moment, oui, à un moment, je ne sais pas pourquoi, l'une d'entre nous a dit bah, vous mettrez une jolie robe. Et là, il y en a une qui a levé la tête et qui a dit non, pas une robe. Ce qui prouve qu'elles écoutaient vachement ce qu'on était en train de dire. Oui, cette différence que vous constatez entre apparence et oui. ils font des choses finalement. C'est aussi un des grands thèmes du livre. Oui. Alors, moi, je voulais justement poser une question en particulier parce que peut-être vous n'aviez pas reçu de refus caractérisé, mais en tout cas, Frédéric, vous parlez de cette espèce de tension pour vous entre la volonté d'explorer un être, une âme, de la donner à voir, et en même temps la peur d'être trop intrusive peut-être dans sa vie. Alors donc c'est pas un refus. Alors ça c'est. Non. Vous avez dû gérer cette tension, cette ligne de crête un peu. C'était moins la peur d'être intrusive que cette peur-là et cette gestion-là, je la connais en tant que journaliste. Je sais qu'on peut aller très loin avec quelqu'un, et notamment quand vous filmez quelqu'un pour la télévision qui vous a dit oui, il y a toujours un moment où il oublie la caméra, où il en dit trop, et il oublie que ça va être vu par plein de gens. Et là, le journaliste, à mon sens, a un devoir de réserve, et c'est lui qui doit protéger l'interviewé qui lui a dit oui, en ne diffusant pas tout. Où vous pouvez faire un reportage complètement voyeuriste, avec les mêmes rushs, avec le même filmage. Vous pouvez faire quelque chose de très pudique ou de très voyeuriste. Donc là, en l'occurrence, je n'étais pas journaliste. Je portais un regard d'auteur. Et un regard d'auteur, il doit être décomplexé, libre totalement. Et ce n'était pas facile. Parce que, par exemple, avec Jérôme Hamon, qu'on voit ici sur la photo, qui est greffé du visage, entièrement greffé du visage, qui a été 2 fois greffé du visage. Là, c'est la première greffe. Pour lui, c'était un super gain d'avoir un visage comme celui-là par rapport à celui qu'il avait avant. Alors que moi, quand je l'ai rencontré, j'étais en train de le regarder en me disant « Waouh, c'est quand même pas facile comme visage, etc. etc. » Et ça n'a duré que 5 minutes. Et ça, je devais pouvoir le raconter. Qu'une fois qu'on est passé dans le rapport à l'autre de façon intime et je dirais presque particulière, de l'autre à soi, du soi à l'autre, tout ça, tout ça disparaît. Le jugement disparaît. Je pense qu'on a ça quand on regarde Star Wars. Au début, le type a une drôle de tête, des poils, des trucs, il se déplace et il a du fer partout. Puis après, vous êtes pris par un personnage, une personne. Mais alors, je comprends tout à fait. Et une question que je me posais qui serait un peu l'équivalent pour Astrid, du point de vue de la photographe,
ce serait justement la volonté. Est-ce que la volonté d'être artistique, d'être esthétique, elle ne présentait pas ce risque peut-être d'être artificielle, vous voyez? C'est-à-dire, comme ce sont des mises en scène, est-ce que justement, il n'y avait pas toujours cette limite à ne pas dépasser qui vous aurait fait chuter du côté de l'artificiel, de la fabrication, qui est aux antipodes de ce que vous vouliez faire, justement, qui était de révéler la profondeur de l'être? Absolument, Son absolument. authenticité. Mais ça, effectivement, la question, je me la suis posée dès le moment où Frédéric m'a proposé de réaliser cette série de portraits. J'ai eu effectivement très peur de dépasser ces limites-là, de ne pas être juste, d'être dans une vision trop personnelle, de ne pas être dans l'altérité, de ne pas être à la hauteur aussi. Et puis, en fait, j'ai fait fi de tout ça, je me suis libérée, je me suis désencombrée en fait de toutes ces questions et je me suis fait confiance et j'ai fait comme je fais avec tout le monde, avec toutes les personnes que je photographie, puisque je photographie surtout des auteurs. Et donc, je suis vraiment portraitiste. Et je me suis dit, mais j'ai toujours cherché finalement à essayer de sublimer, tout en gardant et en trouvant la beauté chez l'autre. C'est ma vision à moi, c'est ma façon de faire et je ne peux pas faire autrement. Donc, je suis restée dans une sincérité, sans tricher, sans artifice. Et au bout du compte, ce n'est pas parce qu'il y a une mise en scène qui finalement, en fait, Au contraire, on peut avoir une idée en tête. On peut avoir une idée en tête, se dire je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, mais ça ne marche jamais comme ça. Finalement, on est dérouté du chemin qu'on souhaite prendre pas parce que la personne ne réagit pas de la même manière, parce que soi-même, on ne respire pas comme on respirait il y a 10 minutes. Vous voyez, tout est changeant, fluctuant et impermanent. Oui. Donc, il y a eu... j'ai fonctionné comme je fonctionne d'habitude et il était hors de question de changer sous prétexte que j'allais photographier des personnes handicapées, qu'il fallait que ça soit, je ne sais pas, qu'il y ait un... Voilà. Donc, bon, Oui, parce que l'idée aussi, c'est-à-dire que même non seulement la mise en scène, il y a cette mise au diapason de l'impermanence dont vous parlez là, mais il y a aussi cette idée, alors c'est peut-être un cliché, mais là je m'adresse aussi à Frédéric pour ce qui est de l'écriture, puisque au même moment que Être beau, elle écrivait aussi Libertango, qui est l'histoire donc d'un chef d'orchestre handicapé, enfin d'un handicapé qui devient chef d'orchestre. Et il y a toujours cette idée de ce que Aragon appelait le mentir vrai, c'est-à-dire que peut-être que justement par la mise en scène, la mise en forme, l'art, et c'est là peut-être aussi qu'il faut parler d'un livre d'art, même s'il est non identifié, c'est-à-dire que ce qui peut paraître un artifice, finalement, dit plus vrai que le réel lui-même, qui n'est pas cadré, qui est désorganisé. Peut-être que finalement l'organisation, qu'elle soit des mots, par le roman, ou par la photo, par le cadrage, la mise en scène, va permettre de toucher au plus profond et d'atteindre une vérité que le réel ne peut livrer de lui-même dans sa confusion. Par le rêve. Il y a la notion du rêve, en fait. La notion du rêve et de l'imaginaire, c'est ce que vous disiez, la sublimation à travers l'art. Je crois qu'on s'est permis toutes les deux, enfin, en tous les cas, moi, c'est difficile de parler en nos deux noms, je me suis permis de rêver, en fait, et de rêver avec ces personnes. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si en fait, c'est très différent là. Dans le cas que vous venez de citer, oui, je ne poserai pas ça au rêve, parce que on peut rêver son livre quand on écrit un roman et on peut rêver la réalité aussi. Mais dans la réalité, j'étais confrontée à quelque chose qui était d'essayer de transmettre le récit d'une mère qui n'est pas elle-même dans le handicap, mais qui accompagne l'enfant. Et on pourrait dire que j'étais à la fois plus libre dans le roman et à la fois plus encombrée, parce que comme j'étais plus libre, il m'arrivait aussi ces choses dangereuses que sont le hasard, que fait le hasard. C'est-à-dire que le jour où j'écris la scène de Louis qui est harcelé à l'école et qui vit des choses terribles à l'école, ce jour-là, mon fils revient et il vit ça, ce que je suis en train d'écrire. Et ça, c'est un truc terrible, parce qu'il y a un moment où on se dit, est-ce que c'est parce que je suis en train de l'écrire? Est-ce que c'est à cause de moi? Vous savez, il y a toujours ces films, ça a passionné depuis toujours les écrivains et les cinéastes, de savoir est-ce que l'on écrit
ce que l'on écrit va arriver? Est-ce qu'on a une préscience? Ou alors est-ce que l'on conditionne ce qui va arriver? Donc, oui, je me posais la question de me dire, est-ce que c'est à cause de moi? Et là, je n'étais pas en train ou de rêver la réalité ou de sublimer quoi que ce soit, et je ne pensais pas à l'artistique. J'étais submergée d'émotions parce que quelque chose arrivait dans la vraie vie d'écrire. Et alors, c'était presque plus facile, avec Être beau, d'essayer de coucher sur le papier Oui, une réalité. et ce que les autres me renvoyaient à travers leurs anecdotes du handicap ou leur vie. En même temps, je pense qu'on n'a jamais quitté, et l'une et l'autre, la conscience de vouloir parler aux handicapés de la norme, de vouloir rétablir certaines vérités, de vouloir faire toucher du doigt, faire éprouver quelque chose qui n'est pas éprouvable, mais en tout cas, au moins d'aller dans quelque chose qui va être la bonne, pas la bonne parole, mais le bon langage. Non, on ne dit pas souffrir de handicap. Voilà, on ne souffre pas de handicap. Les journalistes disent ça tous les jours à la télévision. Non, le rêve d'un tétraplégique n'est pas de marcher, c'est d'aller seul aux toilettes. Il y a une forme de dignité, de réflexion, d'empathie, de sympathie qui est au-delà de la compassion. Oui, oui. Puisque finalement, la compassion elle-même peut... C'était pas un livre... Il y a de la condescendance dans la compassion. Voilà, c'est ça. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de la condescendance. Ça dépend. Mais du moins, elle peut attester d'un certain nombre de préjugés. Il y a au moins quelque chose dans la compassion qui va vers l'autre avec bienveillance. Mais aller vers l'autre avec le sentiment qu'il est au même niveau que vous, c'est mieux. C'est mieux. Ben oui. On peut avoir de la compassion aussi pour les normaux, pour leur façon d'être. On peut avoir de la compassion pour le genre humain. Par exemple, c'est ça. Voilà. Je veux dire que pas plus de. Ah, on n'entend pas. On n'entend plus. Soit votre connexion Internet est instable. Ah oui. J'ai une connexion qui est en situation de handicap, donc vous m'excuserez. Oui. Mais c'est vrai que elle est belle quand même. C'est vrai que la relation... relation... Ça vous oblige à attendre. La relation que nous avons eue toutes les deux face à cette aventure humaine est associée et différente à la fois. Il est vrai que Frédéric, c'est vraiment un travail qui intime, un travail qui est que tu as mis, dis-moi si, voilà, que tu as mis du temps à mettre, à décider, à avoir l'envie de le mettre en œuvre, je crois. C'était pas si simple au début. Et moi, je suis arrivée avec toute cette candeur et cet enthousiasme. Donc, l'enjeu n'était pas le même, mais la démarche était la même. C'est-à-dire que la façon de faire était la même, mais l'enjeu n'était pas le même. Je crois qu'il y avait... voilà, souvent on nous demande, ah mais voilà, Astrid, vous n'avez pas été touchée par le handicap. Je dis, non, et alors, justement, j'y vais. Il y a aussi cette différence de vécu et de façon de vivre ce projet, tout en étant très très liés, toutes les deux. C'était rassurant aussi pour moi d'être avec quelqu'un qui n'était pas touché, parce qu'elle amenait d'autres choses et parce qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y avait que du solaire. Il y a de la souffrance chez les aidants. Il y a 12 millions d'handicapés en France, il y a 11 millions d'aidants. On appelle aidants ceux qui sont à côté, ceux qui accompagnent les parents, les proches, on va dire. Et des jours compliqués. Parce qu'on n'a pas tous les jours la même
Ah, on t'entend plus. Oui, on n'entend plus Frédéric. Et... Oui, et alors peut-être pendant que Frédéric est en train de revenir, une question pour vous, peut-être, en patientant. Oui. Frédéric, vous êtes de retour? Allô, Frédéric? Oui. Oui, ça y est, je suis là. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu oscillant, votre connexion. Et alors, non, alors, pour poser une autre question, ce que j'ai trouvé aussi assez remarquable dans votre approche du handicap, donc, à travers ce livre, c'est alors une question que vous posez justement à un moment donné, qui est centrale finalement, c'est celle de l'intégrité de la personne, c'est-à-dire du lien entre le corps et l'âme. Et vous posez la question vous-même, où est-elle la connexion entre le corps et l'âme? Et c'est là effectivement que ça pose une question très profonde, il m'a semblé, puisque bien souvent quand on parle d'un handicapé, on va vouloir peut-être, et justement, quelqu'un de bienveillant va dire, oui, mais il faut aller au-delà de l'apparence et voir cette beauté intérieure. Et ce que j'ai trouvé remarquable donc, dans votre démarche, c'est que justement, cette personne qui voudra aller au-delà des apparences, malgré sa bonne intention, va nier le physique. Alors que vous, finalement, le travail, c'est de faire remonter la beauté, fût-elle intérieure, mais dans le corps, par le corps. Et ce qui permet justement de restaurer la personne dans son intégrité. C'est très important le mot restauration, très important. Et ça a été un travail, en tous les cas pour la photographie, ça a été un travail, les retours des personnes qui ont été photographiées ont été d'une... comme nous d'ailleurs. Il faut peut-être enlever un petit instant les photos parce que ça prend du flux et c'est pour ça qu'on a... peut-être alors. Comment, oui, voilà. Qui peut le faire? Non, c'est Astrid. Ah oui, Astrid. tu veux que je... Oui, oui. Oui, un petit moment, le partage d'écran et qu'on le remettra après, juste pour qu'on ait un flux plus fluide. Surtout que le temps passe. Et oui, effectivement, vous êtes plus fluide là, Frédéric. Et voilà, oui, donc cette question. C'est ça, tu es plus fluide parce qu'on ne met plus les photos. Voilà. Alors, mais on en parle en tout cas. J'en suis désolée. On se taquine tout le temps, toutes les deux. Il faut aller voir l'exposition dans quel arrondissement déjà? 16e. Voilà. Mairie du 16e, sur les grilles de la mairie du 6e et quand le musée réouvre aussi. Mais oui, où en étions-nous? Donc... vous parliez de l'harmonie entre le corps et l'esprit et que nous avions intégré, on dit souvent, vous disiez, voilà, être beau au-delà du corps. Mais non, être beau au-delà et avec le corps. Nous n'avons pas mis de côté l'apparence physique, elle est là. Et l'âme, tout est là. Il n'y a pas de disharmonie. Il y a, on a fait un travail où on a tenu compte de tout. Et ça sera aussi le cas, puisqu'on continue ce projet et qu'on en fait des lectures musicales et aussi un spectacle. Et dans le spectacle, il y a une danseuse de petite taille. Et c'est ça qu'il pense, c'est-à-dire qu'elle est dans une troupe, elle s'appelle Annie Edouard, professionnelle en Angleterre. C'est une vraie danseuse. C'est pas quelqu'un qu'on met sur scène. Il y a, vous savez, je déteste cette façon de mettre sur scène des personnes qui ne sont pas des professionnels de la danse en disant voilà, c'est un concept et ils dansent mal et ça nous interpelle sur le corps. Non, un spectacle, il doit être beau, il doit être professionnel, quelle que soit la personne qui est sur la scène. Et là, c'est le cas et c'est vraiment frappant parce que tout d'un coup, on voit cette personne de petite taille qui danse à côté d'une autre qui est danseuse contorsionniste. Alors, elle interpelle encore d'autres choses de notre corps parce qu'elle fait des tas de trucs avec son corps que nous, on n'arrive pas du tout à faire ou alors on va se faire très mal. Donc, toutes les deux transforment, subliment, interrogent, manient le visage intérieur. Ah, on t'entend plus. Ah oui, Astrid. Nous revoilà tous les deux. C'est à travers cette chorégraphie intime que l'on perçoit des choses que l'on ne percevrait pas autrement. D'accord, d'accord. Oui, oui. Et, mais alors, c'est vrai que, bon, là, on a beaucoup parlé aussi de votre travail, de votre approche. Et il y a donc la question que pose le titre aussi. C'est-à-dire que, finalement, être beau, c'est aussi une question, c'est qu'est-ce qu'être beau?
Et au fur et à mesure du livre, de l'avancement sur les 3 ans, vous y trouvez plusieurs réponses. Je crois vous déclinez de manière différente. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que d'être beau? Donc, qu'est-ce qu'être beau finalement? Et c'est l'image qu'on a de soi et l'image que vous renvoient les autres aussi. Et alors, oui. Probablement qu'une des choses les plus difficiles, Astrid, je pense, va le dire avec vous aussi, c'est l'image que les autres vous renvoient. Est-ce que Astrid n'a pas photographié l'image que les autres vous renvoient? Vous voyez ce que je veux dire? Astrid a photographié les personnes et non pas ce qu'ils reçoivent. Ben, oui, on essaye de saisir. Je crois qu'en tous les cas, en termes photographiques, la beauté est dans la confidence. Et je crois que lorsqu'il y a confidence, lorsqu'on se livre, les deux, que ça soit un regard croisé de confidence et d'aveu de qui nous sommes à cet instant-là, je crois qu'on trouve là la beauté, pour moi. À mon sens, ça c'est très personnel, mais c'est être soit à ce moment-là, authentique, présent, dans cet échange intime. Voilà. Une question. C'est ça la beauté. Oui. Et alors, il y a un moment qui est un peu surprenant sous votre plume, Frédéric, mais c'est pour parler d'Astrid aussi. C'est que en fait, vous dénoncez d'une certaine manière une certaine impuissance de l'image fixe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage. Ah, moi, je m'en souviens très, très bien. Voilà. Et alors, on peut être surpris parce qu'on se dit, ah bon, mais alors, on n'est pas en train de lire un livre avec des images fixes. Et apparemment, elle serait impuissante. Alors, c'est là qu'on comprend effectivement que c'est une autre façon de dire que le travail avec Astrid ne va pas consister à faire de simples images fixes, mais qu'il y a autre chose. Oui. Et c'est cette idée que j'ai beaucoup aimée, qui est presque alchimique, presque. C'est cette idée du développement. Alors, je ne sais pas si c'est des photos argentiques que vous faites, Astrid. C'est de l'argent numérique. D'accord. Oui, je ne suis pas très compétent en la matière. Mais en tout cas, cette idée du développement, de la révélation. Et je me suis posé la question, et je me demande d'ailleurs si Frédéric n'en parle pas à un moment donné, c'est est-ce qu'il y a des choses finalement qui sont apparues au moment du développement de la photo et que vous n'aviez pas vues, comme une vraie révélation finalement? Ah bah absolument, absolument, mais à chaque fois, hein, ce n'est pas uniquement pour ce livre, mais à chaque fois… Alors qu'il n'y a pas de développement en réalité. Non, mais il y a un temps… rapide, en tout cas. Le développement pourrait, au niveau de la temporalité, ce qui est intéressant, c'est parfois… c'est de ne pas se hâter et de ne pas visionner les images tout de suite, attendre peut-être une semaine, attendre quelques jours et finalement de les regarder une semaine plus tard. Et là, on découvre parfois des miracles. Ou alors, on découvre que ce n'était pas aussi fort qu'on imaginait. Donc ça, c'est voilà, c'est la surprise. D'ailleurs, Astrid ne montre pas les images en général. Ah oui, d'accord. Gardez le enfin, à la personne qu'elle photographie, je veux dire, là maintenant on peut les montrer. Elle ne le fait pas, ou très, très rarement. J'ai peut-être un souvenir avec Violette à un moment. Violette, oui. Mais je crois que justement l'intérêt, c'est d'instaurer une confiance dans les deux sens. Voilà, il faut faire confiance. Et cette confiance qui a été sublime avec Laetitia Bernard, qui est aveugle et qui ne verra jamais les photos. Cette confiance qu'elle a témoignée à Astrid était merveilleuse. Elle est là. Voilà. Voilà. Ah oui. Oui, qui fait de la radio, je crois, c'est ça, et qui est aveugle. Elle est journaliste à Radio France et à France Info et du faisceau d'obstacles à cheval. Et c'était l'idée de la photographie de son cheval. Et c'était… Je vais arrêter le partage. Mais je crois que c'est effectivement ça. Voilà, mais c'est juste pour montrer à un certain moment. Oui, d'accord, super. Et est-ce que Frédéric nous entend? Vous voyez? Oui. Ah, oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors, toutes les personnes qui étaient aux écuries disaient « Ah, elle est super, celle-là, etc. » Et il y avait Laetitia qui était assise comme une espèce de reine, comme ça. Elle écoutait les commentaires, elle avait l'air bien. Pas du tout frustrée. C'est son quotidien.
d'entendre les autres s'exclamer sur quelque chose qu'elle n'est pas en train de voir. Mais moi, je trouvais ça terrible. Et je me disais, mais quelle injustice. Voilà, tous les autres étaient là. Ah, et celle-là, il y a le cheval qui rit, etc. Enfin, c'était vraiment étrange. Oui, et à la fois, il y avait, à la fois, je crois que c'est vraiment, quand on parlait du point de confiance, de cette notion de confiance, c'est vraiment la personne qui nous a dit, enfin, qui m'a dit, Astrid, je ne connais pas ton travail, je ne le verrai pas, je ne sais pas dans quelle position je suis exactement, et je ne verrai jamais le résultat, mais je te fais confiance. Et alors ça c'est quelque chose de c'est précieux. Bouleversant. Voilà, donc Laetitia Bernard vraiment nous a fait une confiance totale, et alors dans une paix que nous, comment dirais-je, nous souhaiterions avoir un peu plus. Nathalie est... Oui, je vois que Nathalie est apparue à l'écran. Alors, c'est peut-être pour poser les questions dès maintenant. Alors, est-ce que je peux vous voler quelques instants, Nathalie, parce qu'il y avait plein d'autres questions pour Frédéric et Astrid, mais bon, peut-être un prochain épisode en présentiel, dans le fameux monde d'après, s'il arrive un jour. Mais c'était juste pour vous présenter 2 livres écrits par des handicapés, donc des personnes handicapées viroflésiennes. C'est un peu la publicité locale, mais de très bonne facture. Alors, vous avez Philippe Aubert, La rage d'exister, voilà, qui est quelqu'un voilà, assez lourdement handicapé, paraplégique, mais qui a réussi à avoir aujourd'hui tout un tas de responsabilités et qui s'occupe notamment, à ce que nous disait son papa hier, d'un comité officiel donc, qui veille à la bonne représentation des handicapés voilà, dans les médias notamment. Il est super, et son livre est super. Vous le connaissiez, d'accord. Oui, je l'ai rencontré à Toulouse dans un salon. D'accord. Absolument. Et il aurait été là, évidemment, si nous avions été à l'auditorium, mais ce n'est pas le cas. Et deuxième titre, donc, là, il est sorti, donc je n'ai que la couverture, Mystère de la fragilité d'Isabelle Mordant. Alors, pareil, un enfant assez lourdement handicapé, mais qui va avoir un parcours scolaire, notamment très brillant, parvenir jusqu'aux grandes écoles, et notamment par toute la passion et tout le dévouement de ses parents. Et voilà, donc vous pourrez le retrouver à la bibliothèque aussi. Il y a une approche plus spirituelle. D'ailleurs, c'est aussi un aspect dont j'aurais voulu parler avec vous, Astrid et Frédéric, parce qu'il est présent en filigrane avec ce que vous dites un peu nous sommes tous des chamans, les modèles, les artistes, et tout ce rapport à l'écriture, mais ça sera pour une autre fois. Je laisse la parole à Nathalie pour l'instant. Alors, il y a déjà un message que j'ai récupéré sur Facebook de Joanne qui dit que cet échange est passionnant. Donc, je vous transmets ce message. Marc demande, est-ce qu'on peut acheter les tirages de ces photos? Oui. Combien? Absolument. Alors, combien? Mais comment fait-on? Alors, je sais qu'il y a moi, j'en sais rien. Vous négociez? Mais comment fait-on si on veut acheter un tirage? Eh bien, il faut m'appeler, tout simplement. Il faut m'appeler et puis voilà, il y a mes coordonnées sur mon site astriddicrolalanza.com. D'accord. Je remettrai les coordonnées. Il y a mon numéro de téléphone et là, bien évidemment, oui, tout à fait. Des tirages limités, tout à fait. Parfait. Alors, Laurence dit, le livre est devenu une exposition. Quelles ont été les réactions des personnes photographiées quand ils se sont vus au musée de l'Homme? Alors, les réactions, je réponds? C'est moi qui réponds? Oui, vas-y, réponds. Oui. Oh, les réactions ont été, enfin, comment dire? Enfin, voilà, ça correspond à d'un enthousiasme, d'une gratitude, alors qu'il ne devrait pas avoir de gratitude, mais la symbolique du musée de l'Homme, pour ces personnes, a été d'une force inouïe. Donc, ça a été l'apothéose presque, on peut dire. Qu'en penses-tu, Frédéric? C'était vraiment très, très émouvant pour nous d'avoir certains qui disaient, voilà, parce que comme je suis au musée de l'Homme, en fait, maintenant, je suis reconnue comme humain. Voilà. Et c'était... oui, on ne s'y attendait pas du tout, quoi. Non. Ouais, on ne s'attendait pas du tout à une réaction comme celle-là. C'était pas... ça paraissait incongru. Et
Et d'ailleurs, moi, je ne cesse de remercier le directeur du Musée de l'Homme, André Delpuech, qui nous soutient corps et âme depuis le début avec un enthousiasme et qui nous a proposé cet écrin magnifique concernant les droits de l'homme, l'humanisme, enfin, tout est là. C'était le lieu pour évoquer ce sujet. Et vous, Astrid, Tous ce sujet d'universalité. Je disais, et vous, Astrid, quel effet ça fait de voir ces photos en énorme dans un musée comme le musée de l'Homme? Ça fait un gros effet. Je ne peux pas dire le contraire. Oui, parce qu'en fait, quand on les a vus comme ça pour la première fois accrochés, on ne les avait jamais vus autrement que sur un écran, et ça n'a rien à voir. Un tirage, c'est beau, c'est noble, Et puis là, tout d'un coup, il y avait leur force à eux, qui émanait. Enfin, c'est-à-dire, c'est des gens qui crèvent l'écran. Donc, tout d'un coup, on était nous-mêmes éblouis par la force qu'ils dégageaient et qui, je crois, est assez perçue par tous ceux qui visitent l'exposition. En fait, moi, personnellement, je n'en reviens toujours pas. Voilà. Je n'ai pas encore réintégré la chose. mais voilà, je l'ai intégré pour notre projet. Mais c'est absolument extraordinaire. D'être exposé au Musée de l'Homme, symboliquement, c'est extraordinaire. Et surtout, je rebondis sur le projet, parce qu'il y a une question de Martine qui demande, est-ce que l'adaptation de ce livre en spectacle va aboutir ou pas? Alors, ce sont les spectacles qui sont en ce moment. Alors, on est nous, on attend, on est en très bonne voie. On a déjà les qui veulent le spectacle, on a le chorégraphe Luc Péton, le grand musicien Steve Sheehan, les danseuses. Je dirais qu'il n'y a plus qu'à. Voilà, on a commencé déjà des répétitions, mais on ne se presse pas parce que je préfère que ce soit pour tout le monde beaucoup plus fluide. Et donc, on estime que là, on a fait une petite pause en attendant que la situation se calme ou se rétablisse, ou je ne sais pas bien quel mot il faut employer. Mais en tout cas, notre spectacle a un rapport avec ce qui est en train de se passer. Parce que tout d'un coup, les normaux sont en situation d'être confinés chez eux, ce qui est exactement ce que vivent les personnes en situation de handicap, pour certaines, sont en situation d'être face à la fragilité de leur corps, de ne plus avoir accès à la culture. Donc, je dirais qu'on a beaucoup à apprendre de ceux qui sont déjà dans cette situation et qui y sont depuis longtemps. J'ai un ami qui est en situation de handicap qui me disait tu verras, le confinement, c'est dur juste la première année. Parce qu'il y a ça aussi. Quand on pense que parce qu'il y a des handicapés, ça va être déprimant. Non, il y a plein de déprimés qui ne sont pas du tout handicapés. Et tous les amis que j'ai qui sont en situation de handicap ne sont absolument pas déprimés. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Et d'ailleurs, en parlant d'humour, je trouve très bien ce qu'a fait Hugues tout à l'heure de présenter des livres de personnes qui ont écrit. Et je vais en profiter pour vous en présenter un. Et c'est très important que vous le regardiez. C'est Sacha Lou. Papa est graphiste, il a fait des photos merveilleuses. Ce livre existe, il n'existe pas chez un éditeur. Il est juste acheté et fabriqué par cette famille. Ils sont en train d'essayer de faire un appel aux dons pour faire le 2e tome de Sacha. C'est tellement drôle. C'est tout au long du livre, on rit du visage de petit garçon, on rit de l'interprétation des parents. Voilà, je vous engage à aller voir. Vous le trouverez facilement sur Facebook. C'est ma petite pub personnelle parce que je trouve qu'ils ont fait un travail artistique absolument magnifique. Ben merci Frédéric. Moi, je vais remontrer Être beau. Est-ce que c'était volontaire sur la couverture de ne pas avoir de photos d'Astrid? Est-ce que c'était... Oui. C'était même pas des photos d'Astrid, c'était de ne pas mettre de photos puisque finalement ça concernait tout le monde. Donc il était absolument impossible de mettre une personne. Qui choisir? Voilà, par rapport à une autre. Et puis ça interroge plus ce titre qui est quand même un titre audacieux. Hein. En plus,
couleur argent. Enfin bon, on a fait fort. Donc, ça interroge. Voilà. L'extra, c'est que ce livre est paru quand même en octobre 2018 et là nous sommes en 2020 et qu'il est toujours d'actualité et qu'on parle toujours de ce livre. Alors je rappelle que ce livre est toujours chez les bonnes librairies. Les librairies sont ouvertes, vous pouvez aller l'acheter. Vous pouvez aussi passer par notre site internet unendroitoualler.com. Il y a, sur la page de la rencontre d'Astrid et de Frédéric, il y a un bouton à cet effet pour acheter le livre. Moi je n'ai plus de questions. Est-ce que Hugues a une petite dernière question à poser à Astrid et à Frédéric? J'en avais plusieurs, je ne sais pas laquelle choisir, donc je vais en imaginer une autre. Et non, ben alors peut-être celle qui pourrait être… Oui, finalement, pour vraiment parler des handicapés, c'est vrai que ça peut paraître un cliché à nouveau, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce renversement finalement. C'est-à-dire que finalement, ce serait peut-être presque nous, les personnes handicapées, les personnes dites normales, justement. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on entend parfois en disant, voilà, nous sommes, nous, les vrais handicapés, handicapés du cœur, mais en tout cas, le livre donne vraiment à le voir. Et donc, bon, c'est un peu comme Astrid, vous, quand par exemple, vous êtes en train de photographier dans la piscine, et finalement, c'est vous qui vous retrouvez en position de difficulté Oui, corporelle, finalement. Et une espèce d'inversion complètement. avec un effet un peu comique aussi. Ouais. Archi comique. Oui. On a toutes ces séances photos, on parlait d'humour. Tu parlais d'humour, Frédéric, tout à l'heure. Toutes ces séances photos se sont faites dans le rire et la joie. Parce que de toute façon, j'ai tendance à rire quand même tout le temps. Enfin, beaucoup, en tous les cas en séance photo. Donc l'humour, effectivement, il était là, mais alors, puissance 1000 dans cette séance. Ouais. Là, il m'a dit, mais est-ce que tu es photographe, t'es professionnel? Je n'ai pas vraiment souvenir. C'est moi qui ai le handicap, là. Voilà. Oui, mais c'est en cela d'ailleurs que je trouve que, alors évidemment, c'est le handicap qui reste au centre et cette beauté particulière, ou pas particulière justement, qui peut être égale finalement, celle des autres, mais c'est que je trouve que le livre va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il interroge même toute forme de différence et que finalement, la question devient universelle, quasiment. Et c'est pour ça qu'il m'avait semblé aussi tisser des liens avec certaines autres romans de Frédéric, mais ça serait peut-être un peu long à expliciter et ça sera peut-être l'objet d'une prochaine rencontre. Voilà. Avec plaisir. Oui, il y a une qui vient d'arriver en disant que c'est un beau livre à mettre sous le sapin, donc je suis d'accord. Vous pourrez aussi le trouver à la librairie partenaire de ce soir, qui est la librairie Une page de vie à Viroflay, qu'on remercie énormément. Rappelez que depuis ce matin, donc, les photos de l'exposition sont aussi sur les grilles de la mairie du 16e jusqu'au 5 janvier et l'exposition au Musée de l'Homme est jusqu'au 4 janvier. Donc je vous engage à y aller rapidement quand même. Photos et textes. Il y a les textes de Frédéric aussi. Une partie des textes de Frédéric. C'est photos et textes, très important. Ah oui, mais Astrid, vous avez aussi écrit des légendes de certaines photos. Qui sont oui, ça c'est dans le livre. Qui sont un exercice en soi. Voilà. C'était oui. Ça, en fait, c'est ce qu'elle m'écrivait. Ça sera mon mot de la fin. C'était formidable parce que quand j'étais pas aux séances souvent et quand elle m'envoyait ses impressions, elle m'écrivait, c'est ce qui est devenu les légendes. Mais au départ, c'était des mails que m'envoyait Astrid quand elle revenait des séances photos. Et à un moment, je les ai rassemblés et je me suis dit qu'on allait les mettre dans le livre. Voilà. C'est une surprise, je ne savais pas en fait. Une belle surprise. Très bien. Avant de vous donner le mot de la fin, je vais rappeler qu'on se retrouvera lundi à 19h avec Carole Martinez pour son livre qui est paru chez Gallimard qui s'appelle Les Roses Fauves. On va remercier énormément la médiathèque de Viroflay et particulièrement Hugues d'avoir animé cette belle rencontre ce soir. Je vous laisse donc, comme Frédéric a fait sa conclusion, je vais laisser Hugues conclure et le dernier mot reviendra à la photographe, à l'artiste. Très bien, ben, merci beaucoup à toutes, Frédéric, déjà de nous avoir accueillis sur votre plateforme. Parce que finalement, on ne sait plus qui était l'invité de l'autre, mais peu importe. Et merci donc à vous deux avec Astrid pour le beau livre, ce beau moment, cette belle rencontre. Et à Nathalie ensuite, voilà, pour toute cette compétence technique et d'introduction et de gestion des questions. Voilà, merci beaucoup. Et merci aussi à tous les viroflésiens et à tous les autres qui ont assisté à cette rencontre. Et à très bientôt, sous une forme ou une autre. On ne peut pas savoir encore vraiment laquelle, mais ça finira par arriver.
Astrid, le mot de la fin? Oh ben, le mot de la fin, c'est ouvrons-nous, libérons-nous, chassons, il faut se désencombrer de tous ces a priori, allons vers l'autre. Tout ça est très banal ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Et c'est vraiment la collaboration avec Frédéric est vraiment dans ce sens-là, et nous avons d'autres projets à venir, voilà, toujours un peu dans humaniste, disons. Voilà. Merci, et surtout, et merci à Hugues, voilà, que je découvre là maintenant, pour de vrai. Derrière le masque. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle Merci soirée. Un coucou particulier au Canada, parce qu'il y a une participante du Canada qui est là avec nous ce soir. Donc, c'était juste pour le faire un petit coucou. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et prenez bon week-end et à très vite. À bientôt. À très vite.